Quelle est la vraie technique de Yuji Itadori? Que signifie son extension du territoire? Quels sont les effets de son domaine? Où sont Yuji et Sukuna sur la dernière page du chapitre 264? Pourquoi Sukuna est-il sous cette forme? Yuji va-t-il se sacrifier pour tuer Sukuna? Sont-ils déjà morts? Restez bien là, cette vidéo répondra à toutes vos questions. Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien car dans cette grosse vidéo je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé et qui se passera dans les prochains chapitres de Jujutsu Kaisen. Je vais donc vous présenter plusieurs théories incroyables et plausibles qui vous permettront de comprendre la fin du chapitre 264, sa réelle signification et ce qu'il se passera ensuite. Pour ce faire, plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous verrons le geste de Yuji et sa signification qui impactera l'histoire et nous permettra de réellement comprendre son but. Ensuite, on se demandera quel est l'effet de l'extension du territoire de Yuji en elle-même et quelle est son utilité. On abordera pour continuer le vrai sort de Yuji Itadori et comment il nous a été révélé jusqu'à maintenant. Et après cela, on verra comment Yuji pourrait se sacrifier avec Sukuna, comme prévu initialement. Pour finir, on parlera de la référence réelle du chapitre 264 et ce à quoi cela nous amène. Une sorte de renaissance de Yuji et Sukuna, mais bref, c'est parti. Le signe de Yuji est celui du Bodhisattva Ksitigarbha, celui qui guide les autres à l'illumination avant lui. Pour rappel, un Bodhisattva est une personne qui peut atteindre l'illumination bouddhiste, mais qui tarde à le faire afin d'aider les êtres souffrants. Le vœu de Ksitigarbha est de devenir Bouddha une fois que les enfers sont complètement vides, et donc de ne pas atteindre la bouddhéité tant que toutes les âmes de l'enfer n'ont pas pu accéder à une vie meilleure dans le cycle de la réincarnation. Ce qui, bien sûr, correspond au désir de Yuji de sauver Megumi qui s'est trouvé dans un enfer personnel, mais aussi pour Sukuna comme on semble le voir dans la dernière page du chapitre 264. Ksitigarbha est aussi considéré comme le gardien des enfants décédés et des fœtus, ce qui est encore une fois extrêmement corrélé à Yuji puisque son père est la réincarnation d'un fœtus mangé par Sukuna et Yuji a lui-même mangé les fœtus de ses petits frères avec l'accord de Shozo, comme pour les protéger et vivre pour eux. Un autre surnom de Ksitigarbha est Jizo, constamment associé avec la couleur rouge comme Yuji. Ce symbolisme, ajouté à la dernière page du chapitre 264, peut nous faire penser que Yuji va essayer de sauver Sukuna de l'enfer et de la souffrance avant sa mort. Sukuna était un enfant non désiré, un fœtus faible au bord de la mort qui a littéralement mangé son jumeau, l'âme du père de Yuji. Il a ensuite erré et s'est réincarné au lieu de mourir. Le Bodhisattva Ksitigarbha ne se met pas en colère et n'abandonne pas, même s'il est piétiné comme s'il était la terre. C'est un Bodhisattva qui dispose d'une réserve inépuisable de pouvoir pour nourrir et sauver tous les êtres. Cela fait une fois de plus penser à Yuji, car Sukuna lui-même a dit que l'idéal de Yuji était d'être incassable et indomptable. Et après tout ce qu'on lui a fait subir dans le manga, il continue. Après tout ce qu'il a traversé, il est sur le point de sauver la dernière personne dont on aurait pu penser qu'il sauverait. Le signe de main pour le domaine de Sukuna est connu comme celui d'Enmaten, le roi bouddhiste des enfers qui juge les âmes des morts et préside l'enfer. On a donc entre Sukuna et Yuji la divinité qui condamne les morts à l'enfer en opposition à celle qui veut que l'enfer soit vide à jamais. Et c'est avec ce combat idéologique que l'histoire de Sukuna et Yuji va se terminer. Voilà pour la symbolique du domaine de Yuji, mais en gardant cela en tête, on peut se demander comment Yuji a réussi à débloquer son extension du territoire. Et pourquoi que maintenant? Déjà, c'est grâce à son éveil après ses rayons noirs et son adrénaline dans ce moment crucial où il est le dernier combattant encore debout. Mais il y a aussi toute une sorte de rituel qui a permis à Yuji de réaliser son extension du territoire. Ce rituel est encore une fois une référence à Ksitagarbha. Je vous explique. Ksitagarbha a 6 envoyés sous ses ordres pour sauver les pêcheurs des 6 royaumes différents. Et dans le manga, chacun des envoyés fait référence à un personnage ayant affronté Sukuna. L'envoyé de Yama est Gojo car les deux sont considérés comme l'honoré, le plus fort. Ensuite, le porteur de trésors fait référence à Iguruma qui a confisqué l'arme trésor de Sukuna. L'envoyé de la grande force fait référence à Maki et sa force surpuissante. La grande déesse compatissante peut être associée à Yuta et son domaine de l'amour et de la compassion. La déesse au trésor précieux est liée à Kusakabe car elle sauve le royaume des humains et Kusakabe est un humain normal sans sort inné. Et enfin, l'invocation de l'envoyé du ciel est l'ange et son échelle de Jacob. La présence de tous ces envoyés était donc une condition pour le domaine de Yuji et c'est pour cela que celui-ci ne pouvait pas utiliser l'extension du territoire avant la réunion de toutes ces conditions. De plus, il est possible que Yuji ait abandonné la technique de découpage pour faire son domaine par un serment. Je m'explique. Depuis son éveil marqué par le déblocage de la technique de dissection de Sukuna, Yuji a des yeux différents se rapprochant de
ceux du roi des fléaux, et cela même lors du chapitre 264. Au moment de son extension du territoire, ses yeux sont redevenus normaux. C'est peut-être la marque de l'abandon de cette technique par serment pour débloquer l'extension de territoire. Comme Sukuna l'a dit, bien qu'elle soit fatale, cette technique ne servait pas beaucoup à Yuji car il n'arrivait pas à toucher son adversaire avec. Il est donc possible qu'il l'ait sacrifié pour l'utiliser une dernière fois dans son extension du territoire. Donc voilà comment Yuji a débloqué son domaine, passons à la suite. Quel est l'effet de l'extension du territoire de Yuji car il dispose de différentes capacités qui peuvent être mises en avant, comme la manipulation du sang, la dissection et la lacération, les coups faisant perdre de l'énergie occulte à l'adversaire, les attaques visant à l'âme et la frontière entre les âmes, dont la dissection, et les rayons noirs presque à volonté. Mais laquelle de ces techniques est celle de son domaine? Personnellement, j'aurais bien aimé voir quelque chose de lié à la manipulation du sang, mais je n'y crois pas vraiment, surtout que Gojo précise que les sorts imprégnés dans un domaine sont sûrs d'atteindre leur cible dans le flashback juste avant l'extension de Yuji. En prenant cela en considération, la meilleure technique à utiliser dans le domaine est la dissection qui vise la barrière entre les âmes. Sukuna affirme lui-même que c'est un sort mortel pour les incarner comme lui. Et ça serait ironique car Sukuna a dit que ce sort est inutile puisqu'il ne le touche pas juste avant que Yuji le touche avec cette dissection dans son domaine. C'est ironique et c'est pour cela que c'est probable. Mais pour essayer de se rapprocher du vrai domaine de Yuji, il ne faut pas oublier un parallèle essentiel qui a défini son personnage. C'est Mahito. Et oui, Yuji est Mahito et Mahito est Yuji. Je ne vais pas vous rappeler toutes leurs ressemblances car ils l'ont très bien fait eux-mêmes à Shibuya. Ici, je vais uniquement parler des ressemblances de leur sort. En effet, avec son éveil, Yuji a gagné le sort de Sukuna, mais différemment. Contrairement à Sukuna, Yuji doit toucher et définir la portée de sa cible avant de la découper. Cela peut être vu comme un inconvénient, mais il y a aussi des avantages puisque cette restriction permet aux entailles de se faire instantanément après la définition de la portée de la cible, tandis que Sukuna, lui, a un petit temps de différence entre le moment où il lance ses entailles et celui où elles arrivent, ce qui permet aux adversaires d'anticiper et esquiver ou contrer l'attaque. Le besoin de toucher et l'aspect instantané de la technique de Yuji rappellent celle de Mahito. Les deux sont quasiment fatales pour la cible et touchent le corps mais aussi l'âme. Comme je l'ai dit, Mahito ne peut pas lancer son sort d'altération de l'âme sans contact direct, mais à l'intérieur de l'orbe d'isolement, son extension du territoire, il le peut. Cela serait donc pareil pour Yuji, il ne peut pas lancer son sort de dissection de l'âme sans contact direct, mais à l'intérieur de son extension du territoire, il pourra. Si cette théorie s'avère, Sukuna aura perdu de la même façon que Gojo par une entaille qui n'a pas vu venir. La même construction de chapitre qu'avec Gojo dans le 236 pourrait être utilisée et ça a déjà commencé avec la dernière page du 264. Dans ce cas, avec la dissection qui sépare les âmes, Yuji a soit tué Sukuna et la scène de fin du chapitre 264 se passerait dans la dimension d'après-vie comme avec Gojo, soit Yuji a séparé les âmes de Sukuna et Megumi et réemprisonné Sukuna dans son corps pour se sacrifier en l'éliminant, comme il l'avait prévu initialement lorsqu'il partageait encore son corps avec Sukuna. Le parallèle avec Mahito s'élargit encore pour leur extension du territoire, car Mahito utilise la Mudra, le signe de main d'Akasagarba, considéré comme le frère jumeau de Ksitagarba dont Yuji utilise la Mudra. Cela renforce encore la ressemblance extrême qu'il y aura probablement entre le domaine de Mahito et celui de Yuji, mais vous l'avez peut-être remarqué, le domaine que je décris ne ressemble pas vraiment à la scène des dernières pages du chapitre 264. Et c'est parce que, selon moi, ce n'est pas réellement le domaine de Yuji. C'est plutôt ce qu'il se passe après. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, mais avant ça, vous ne vous êtes jamais demandé quel était le sort inné de Yuji. Il a gagné la manipulation du sang en mangeant les fœtus des 9 phases, et pour la dissection, il l'a eu grâce à Sukuna, mais quel est le sort qu'il a eu de ses parents, Jin et Kenjaku? Car c'est vrai, au début de l'œuvre, on pensait qu'il n'aurait pas de sort parce qu'il n'est pas issu d'une famille d'exorcistes, mais maintenant qu'on sait que la mère de Yuji est un exorciste, Kenjaku, et que le père de Yuji est l'âme du frère jumeau de Sukuna, il est très probable que Yuji ait en réalité eu un sort inné. Laissez-moi vous expliquer. Selon certaines théories, le vrai sort de Yuji se trouve dans la capacité à converser directement avec l'âme d'autrui. Cela est représenté de 3 différentes manières dans le manga et chacune d'entre elles passe par ce que Kenjaku appelle l'espace entre les rêves et la réalité, ou encore le royaume maudit, qui est le terme que j'utiliserai. Ces moyens sont 1. La capacité d'altérer la mémoire, 2. La capacité de former un royaume maudit et son décor selon les situations, et 3. La capacité de converser directement avec l'âme d'une personne dans ce royaume maudit. Souvent, le 2 et le 3 sont faits au même moment, et cette technique marcherait par une sorte d'altération du cerveau, qui permettrait d'altérer la mémoire et créer de nouvelles scènes qui prennent place dans les royaumes maudits respectifs. Le royaume maudit se manifeste en fonction de la
façon dont la personne voit Yuji, mais aussi en fonction de leur relation. L'endroit où ils sont montrés est une représentation de ce que l'âme de la cible ressent à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait allusion au royaume maudit dans cette vidéo. Mais comment Yuji a-t-il eu accès à ce pouvoir? Yuji est le fils de Kenjaku, une personne qui connaît et a accès au royaume maudit, et cela a été transmis de Kenjaku à Yuji, sans doute à dessein car elle a permis de le protéger à plusieurs reprises. Cette technique s'est manifestée plusieurs fois chez Yuji, consciemment et inconsciemment, et elle a subi différentes étapes liées au progrès de Yuji. Déjà, Yuji a appris l'importance de l'âme et des royaumes maudits lors de son altercation avec Sukuna dans le domaine intérieur du roi des fléaux. Yuji a ensuite appris à contrôler son énergie occulte, et c'est après ces deux événements que celui-ci a pu utiliser cette technique d'altération de mémoire. Les deux premières apparitions du sort sont faites de manière inconsciente dans des situations où Yuji pensait que sa vie était en danger. La troisième fois, c'est dans une situation où il a accepté ce qu'il croit être son rôle dans la société Jujutsu, et chacune de ces trois manifestations sont marquées par un élément déclencheur. La première fois, c'est lors de son combat face à Todo et lorsque Yuji se faisait tabasser qu'un souvenir du passé qui n'est jamais arrivé est né dans le cerveau de Todo. L'élément déclencheur était qu'Itadori et Todo avaient le même type de femme. Après la modification de ses souvenirs, Todo a considéré Yuji comme son meilleur ami. Et quel est l'endroit le plus probable pour rencontrer son meilleur ami à leur âge? Un lycée. Le lieu du royaume maudit de l'illusion est donc naturellement un lycée. Lors de la deuxième apparition du sort, encore une fois, Yuji a été battu et il est sur le point de mourir. Et c'est à ce moment-là que l'esprit de Shoujo est inondé de souvenirs de lui et de Yuji. La même structure de phrase est utilisée, un souvenir d'un passé qui n'est jamais arrivé est né dans le cerveau de Shoujo. Cette fois-ci, l'élément déclencheur des faux souvenirs de Shoujo a été de sentir la mort de son petit frère via son pouvoir. Dans la scène d'illusion, le royaume maudit a pris la forme d'un repas entre frères dans une sorte de pique-nique. On remarque de grandes ressemblances entre les deux moments, ce qui montre que ces événements ne sont pas anodins et ont une même source, Yuji Itadori. En effet, avant et après les deux cas d'altération de la mémoire, il y a la même narration et une réponse extrêmement émotionnelle de la part de Todo et de Shoujo. Il s'agit là de parallèles évidents liés à Yuji et au fait qu'il soit dans un état de danger. Une fois de plus, cela renforce l'idée que l'activation subconsciente de l'altération de la mémoire est causée par le sort de Yuji. Ensuite, il semble que Yuji ait utilisé ce sort dans d'autres contextes en dehors des faux souvenirs. Cette technique modifie aussi l'espace autour des âmes de Yuji et de la cible de son sort, mais malgré ça, l'illusion s'apparente toujours à la perception de la cible sur Yuji et elle-même, ainsi qu'à l'emplacement représentant les sentiments de la cible à l'égard de sa situation et celle de Yuji. On le voit dans le combat contre Mahito où le décor change, montrant Yuji en prédateur et Mahito en proie dans un décor enneigé. Ce n'est que par l'arrivée de Kenjaku, autre personnage maîtrisant le royaume maudit, que cette scène s'arrête. Dans ce passage, seul le décor est changé. Il n'y a pas d'altération de mémoire, mais une altération de perception. Mais le problème de cette théorie est Iguruma Hiromi. En effet, Yuji a perdu son énergie occulte face à lui car il n'avait pas de sort à se faire confisquer. Ça s'oppose donc à la théorie qui dit qu'il a un sort, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne serait pas le cas. Déjà, puisque Yuji ne savait pas lui-même qu'il avait un sort, la confiscation pouvait ne pas le savoir non plus, tout simplement. Une autre explication serait qu'en cas de personne avec plusieurs sorts, comme Yuji qui avait Sukuna dans son corps, le choix d'une technique à perdre est impossible et c'est donc l'énergie occulte qui est perdue. Et si cela n'a pas été le cas avec Sukuna, c'est grâce à son arme maudite qui fut confisquée à la place de son énergie occulte. Ce ne sont que des hypothèses car finalement, Iguruma lui-même ne sait pas réellement comment sa confiscation marche. Mais bref, continuons. Entre le combat contre Mahito et la prochaine utilisation de ce sort, Yuji a étudié les recherches sur les âmes laissées par Yuki. Il a aussi échangé de corps avec Kusakabe pour étoffer ses connaissances sur l'âme et les barrières. Le fait que Yuji se soit entraîné et documenté sur l'âme est une preuve supplémentaire de ce sort, et c'est à ce stade qu'il a probablement commencé à comprendre son sort, et ceci nous amène à la première utilisation consciente de sa technique. Dans le domaine de Yuta contre Sukuna, lors d'une tentative pour sauver Megumi, Yuji s'adresse directement à son âme dans un nouveau royaume maudit. C'est de loin la preuve la plus solide montrant que Yuji peut maintenant manifester ce sort consciemment. Il peut en effet voir physiquement l'âme de Megumi et le paysage autour d'eux. À partir de ce moment, il n'y a plus besoin d'éléments déclencheurs puisque grâce à son entraînement, Yuji a la capacité de cibler les âmes directement en utilisant son sort consciemment. En ce qui concerne le reflet de leur relation, Megumi se considère comme brisé, tel un tas sur le sol qui ne peut rien faire. Mais Yuji, lui, n'a pas changé, parce que Megumi a toujours vu Yuji comme ce qu'il est, rien de plus, rien de moins. Le décor est aussi représentatif de l'âme de Megumi, rien.
Il ne reste rien car Megumi a tout perdu, il n'a plus aucune raison de vivre. Et ensuite, après l'éveil de Yuji, il y a le sacrifice de Shozo et une fois de plus, le royaume maudit est utilisé pour leur discussion finale. Yuji y est représenté par le prisme de Shozo, une fois de plus comme un petit frère à la table familiale, mais cette fois-ci pas dans un passé inexistant, mais dans un présent où les deux frères discutent. Cela dépeint encore l'amélioration de Yuji qui utilise maintenant le royaume maudit à dessein pour les derniers moments de son frère. Et maintenant, l'extension du territoire de Yuji. Si la théorie est avérée et que l'un des sorts de Yuji est donc bien la modification des âmes, son domaine pourrait aussi être lié à ce sort et si la station de train est bien le domaine de Yuji, tout est expliqué. Sukuna est dans sa forme Yuji-kuna car le roi des fléaux se voit toujours piégé par le gamin, incapable de s'échapper quoi qu'il fasse. Pendant ce temps, Yuji a l'air normal, guéri et heureux car pour Sukuna c'est ce qu'est Yuji. Rien de spécial, juste un morveux. Et comme pour les autres personnes, le paysage symbolise ce que ressent l'âme de la cible, et donc pour Sukuna, Yuji était censé n'être qu'un arrêt pour lui. Mais regardez qui se trouve avec lui pour le trajet et probablement jusqu'à la fin de la ligne. Yuji. Un sale gosse qui n'était pas censé aller aussi loin. Cela symbolise parfaitement l'incapacité de Sukuna à se débarrasser de Yuji. Et d'ailleurs, le seul personnage capable de manipuler le royaume maudit avec Yuji et Kenjaku est Sukuna, comme on a pu le voir avec Jogo et Kashimo, mais lui-même ne sait pas comment. C'est parce que, tout comme Yuji qui a reçu le sort de Sukuna après leur partage de corps, Sukuna a lui aussi reçu la technique de Yuji qu'il a su exploiter plus facilement avec son expérience. Mais bref, malgré tout, pour moi cette rencontre à la gare n'est pas l'extension du territoire de Yuji comme je vous l'ai dit, mais plutôt ce qu'il se passe après, dans le royaume maudit de Sukuna manipulé par le sort de Yuji, royaume dans lequel on aura une discussion entre Yuji et Sukuna, et peut-être même des flashbacks des deux personnages dans l'optique de sauver Sukuna par la métaphore de Ksita-Garba. Finalement, il est grandement possible que cette manifestation du royaume maudit ne soit pas l'extension du territoire de Yuji, mais plutôt une dimension ressemblant à celle dans laquelle Gojo s'est retrouvé, comme on peut le voir par le parallèle entre les deux introductions à cet espace. Que ce soit par la page, mais aussi par le lieu, chacun est dans un lieu de transport, un aéroport et une station de train. Les deux sont donc possiblement en train d'attendre le train et l'avion de l'après-vie dans lequel ils mourront. Il est possible que le train ou le métro, comme on le voit dans le foreshadowing du premier opening, soit représentatif de l'enfer souterrain, tandis que l'avion qui vole dans les cieux représente le paradis. Bon, après si cette hypothèse est vraie, Gege va devoir nous expliquer pourquoi Toji est au paradis. Mais bref, Yuji est donc ici pour empêcher l'enfer de Sukuna comme son inspiration Ksita-Garba l'indique. La scène se passerait donc après l'extension du territoire de Yuji et on a une vision post-événementielle, comme avec la mort de Gojo. Il est possible qu'avec son domaine, Yuji ait réussi à ramener Sukuna dans son corps en sauvant Megumi, ce qui ferait écho à Megumi demandant à Yuji de le sauver dans l'arc de la traque mortelle. C'est probable car Yuji semble maintenant savoir manipuler les âmes comme je l'ai montré précédemment, il a lu les écrits de Yuki, l'effet de son domaine aurait donc pu être de changer le corps de l'âme de Sukuna en le remettant dans son propre corps, donc celui de Yuji. Il est aussi possible qu'après la séparation des âmes de Sukuna et de Megumi, le roi des fléaux ait été directement réintégré dans le corps de Yuji car c'est le seul à avoir un doigt de Sukuna scellé en lui, et aussi parce qu'ils sont de la même famille. Sukuna serait donc emprisonné dans le corps de Yuji dans la scène à la fin du chapitre 264. C'est aussi pour cette raison que Yuji est calme et content, c'est enfin terminé. Sukuna est à nouveau scellé dans le corps de son réceptacle inné et Yuji pourra réaliser le souhait qu'il avait formé au cours de l'histoire, celui de simplement mourir en emportant Sukuna avec lui. Cette théorie est supportée par l'opening 1 de l'œuvre Kakai Kitan, où rien n'est mis au hasard. Sukuna et Yuji se retrouvent seuls dans le métro faisant penser à la station du chapitre, et tout à la fin de l'opening, comme pour symboliser la fin du manga, Yuji s'endort et la marque de Sukuna s'efface, comme pour dire que les deux partiront ensemble par le sacrifice de Yuji. Ce foreshadowing n'est d'ailleurs pas le seul de cet opening, en effet, les images de l'opening semblent dépeindre subtilement la scène finale de plusieurs personnages, comme Nanami qui lit les livres qu'il aurait voulu, Yuji et Sukuna et leur dernier moment dans le train, la transition entre l'œil et la main de Mahito qui attrape le visage de Nobara, foreshadowing de sa mort, et Gojo qui cache quelque chose avec son œil gauche faisant penser à la théorie de ses nouveaux pouvoirs comme j'en ai parlé dans cette vidéo. Pour continuer avec les foreshadowing, dans l'ending de l'incident de Shibuya, on peut remarquer quelque chose de très intéressant. À l'épisode 19 de la saison 2 de l'anime, il y a un passage dans l'ending où Yuji et Megumi sont côte à côte en train d'attendre un train ou un métro. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce moment a été ajouté à l'épisode 19, remplaçant une simple scène où les personnages sont côte à côte.
Ce changement montre une importance au décor de la station de train car l'image a été changée uniquement dans le but de montrer ce nouveau décor, et cela est peut-être aussi un foreshadowing de l'apparition de Megumi dans ce royaume maudit pour en finir avec Sukuna et discuter avec Yuji une dernière fois. Dernier foreshadowing possible, dans une vidéo officielle du Shonen Jump, on voit un train, une fois de plus, où Yuji entre en premier, suivi de Gojo et Megumi, puis de Nobara. Personne d'autre n'est rentré malgré plusieurs personnes visibles à différentes stations. Cela pourrait suggérer une présence de Megumi, Gojo et Nobara dans la scène de la gare et du train. Nobara sort la première à une station où les deux filles recueillies par Geto se trouvent, en sachant que ce sont des personnages de l'arc Shibuya. La sortie de Nobara symbolise sa mort à Shibuya. Ensuite, Megumi et Gojo sortent à une station où l'on retrouve Shozo, Yuki et Iguruma, des personnages de la traque mortelle. Cela symbolise la mort de Gojo et la possession de Megumi pendant l'arc de la traque mortelle. Yuji continue seul et ferme les yeux jusqu'à la fin, comme dans le premier opening. Cela pourrait avoir plusieurs significations. Yuji pourrait être le seul survivant, ce qui s'opposerait avec ce que son grand-père voulait de lui, une mort entourée de ses êtres chers. Mais à l'inverse, Yuji pourrait aussi se sacrifier pour ses êtres en mourant pour eux. Et cette vidéo va aussi dans ce sens, puisque dans cette vidéo officielle de la Shueisha, on peut voir à travers Nobara, Yuji et Gojo comme si c'était des fantômes, mais pas à travers Megumi. Si Gege Akutami se cache bien derrière la réalisation de la vidéo, c'est sûrement un indice montrant que Megumi sera le seul survivant. Mais bref, revenons à l'explication de cette page. Yuji n'a jamais réellement souri en combat et il ne le fait que maintenant alors que la situation est délicate avec beaucoup de morts et de blessés. Bizarre, n'est-ce pas? C'est parce que le combat est déjà terminé. Ce que Yuji dit va aussi dans ce sens. Yuji utilise le pluriel, c'est lui et Sukuna qui partent. On a donc une sorte de sacrifice ici. L'extension du territoire de Yuji était une attaque sacrificielle, lui et Sukuna ont fini dans l'après-vie, ce qui va dans le sens de l'état d'esprit de Yuji qui est un rouage sacrificiel. Sukuna dit la même chose que Jogo au moment de sa mort, contrairement à Gojo qui parle de sa mort et de son combat dans son hallucination. Ici, Sukuna est confus. Il est peut-être dans une situation plus proche que celle de Jogo qui était juste avant la mort, plutôt que celle de Gojo qui était juste après. Yuji a l'intention de les éliminer tous les deux. La mort de Yuji et Sukuna devant Megumi fera un parallèle au tome 2 où la même chose s'est passée. Le parallèle entre l'histoire de Gojo et Geto et celle de Megumi et Yuji sera aussi honoré. Gojo a tué Geto et ici, Yuji mourra en sacrifice pour Megumi. Gege Akutami a toujours dit qu'il y aurait soit un survivant et 3 morts, soit un mort et 3 survivants entre Yuji, Megumi, Nobara et Gojo. Avec les morts de Nobara et Gojo, on peut imaginer qu'il n'y aura qu'un seul survivant, soit Yuji, soit Megumi. Mais il ne faut pas oublier que Yuji doit sauver Megumi. Donc le plus probable est une mort de Yuji et la survie de seul Megumi. Mais bref, la réaction de Sukuna est aussi un grand argument montrant que la station de train n'est pas le domaine de Yuji, car avec toute son expérience, il est censé reconnaître les extensions du territoire. Mais là, il se demande ce que c'est. Comme Jogo après son illusion, de plus, Sukuna avait répondu qu'il ne savait pas à Jogo. Et c'est pour cela qu'il se pose lui-même cette question maintenant que ça lui arrive. Le combat est terminé et nous sommes à la conclusion de Sukuna. On aura donc sûrement droit à des retours dans le temps pour voir ce qui s'est passé juste avant, mais aussi pour avoir des flashbacks de Sukuna, tout cela dans cet espace entre les rêves et la réalité, dans la même démarche que tous les autres personnages morts avant lui, Jogo, Nanami, Nobara, Mai, Gojo, Kashimo et Shozo. Mais cette fois-ci, ces flashbacks se feront avec Yuji qui peut altérer la mémoire. Ce sera donc un tournant pour le personnage de Sukuna et une référence réelle montre que ce sera le cas. La station dans laquelle Yuji et Sukuna se trouvent est celle de Kitakami dans la préfecture d'Iwate au Japon. Cette station n'a pas du tout été choisie au hasard. La traduction française de Kitakami est littéralement vers le nord et en refaisant le parallèle avec la mort de Gojo qui se passe elle dans un aéroport, aller vers le nord signifie quelque chose de nouveau, une nouvelle version de soi-même, contrairement au sud qui permet de redevenir son ancien soi. Le chapitre de la mort de Gojo s'appelait d'ailleurs vers le sud, et on aura sûrement dans les prochains chapitres s'il n'y a pas un changement de vision, l'un d'entre eux qui s'appellera vers le nord. Il est donc possible que par leurs interactions, Yuji et Sukuna se transforment en mourant en tant que nouvelles personnes par leurs idéaux. Le nord peut aussi être synonyme de renaissance plutôt que de mort. Gojo aussi n'a pas encore fait son choix, il n'a pas encore pris l'avion vers le nord ou le sud donc, tout comme Yuji et Sukuna qui n'ont pas encore pris le train. Tout peut encore changer entre le nord et le sud, ainsi que le paradis et l'enfer. Mais il est beaucoup plus probable
préférable que Yuji et Sukuna aillent vers le nord, déjà grâce au nom de la gare. Et aussi, bien sûr, comme son nom l'indique, cette gare permet de se rendre dans le nord du Japon. Et d'ailleurs, il y a aussi la ville natale de Nobara dans les destinations de cette gare. Et ce clin d'œil n'est peut-être pas anodin. De plus, la ville de Kitakami est riche en histoire de l'ère Heian et c'est une ville où le bouddhisme s'est épanoui. Cela indique peut-être que c'est ici que nous aurons le récit du passé de Sukuna qui vient lui aussi de l'ère Heian. Et ça accentue aussi le parallèle entre Yuji et Xitigarbha. Yuji et Sukuna pourraient être morts car nous pouvons les voir tous les deux dans leur propre scène d'aéroport. Ici une scène de gare qui ressemble à celle de Gojo et ses amis qui sont morts. Mais contrairement à Gojo qui était bien entouré, Sukuna n'a personne pour lui. Et c'est pour cela que Yuji va le sauver. Celui qui montrera l'amour à Sukuna est Yuji. Peut-être que cette dimension est celle dans laquelle on verra enfin le passé de Sukuna à travers le prisme de Yuji, qui lui montrera qu'en réalité il y avait des gens pour lui. Des gens qui l'aimaient peut-être, et c'est après cette discussion avec Yuji et son retour sur son passé, dans une configuration similaire à celle de Sig et Eren dans l'attaque des titans, que Sukuna sera réellement changé, comme son voyage vers le nord l'indique. Cela donnerait du contexte à la phrase de Yuji à la fin du chapitre 264, puisque Yuji et Sukuna s'en vont pour devenir de nouvelles personnes. Je vais maintenant aller plutôt loin dans une réflexion, mais vous allez voir que si c'est réel, c'est du génie. Ça exploite bien les relations familiales du manga et cela permettrait de donner de la valeur à ce choix du Nord pour devenir une nouvelle personne dans tous les sens du terme. Pour ce faire, on doit comparer la relation entre Maki et Mai avec celle entre Yuji, Sukuna et Jin Itadori. On sait grâce à Maki et Mai que dans l'exorcisme, les jumeaux sont intrinsèquement liés. Leur potentiel est complètement lâché que dans certaines circonstances précises, et prenons Maki pour exemple. Mai s'est sacrifiée en investissant tout ce qu'elle avait dans une dernière création pour sa sœur, et c'est cette perte et ce passage de flamme qui a éveillé Maki à son niveau incroyable. C'est grâce au sacrifice et à la coopération des deux âmes jumelles que leur potentiel a pu être libéré. C'est aussi le cas pour Sukuna et l'âme de Jin Itadori. Sukuna, lui, n'a rien sacrifié en mangeant Jin, mais a tout gagné. Et contrairement à Mai, Jin n'a pas eu le choix de se sacrifier. Il n'a rien donné et n'a rien gagné en retour. En conséquence de cette dette impayée, les âmes de Jin et de Sukuna sont forcées de naviguer entre plusieurs corps et plusieurs vies par les réincarnations, jusqu'à ce que l'âme de Jin puisse retrouver Sukuna pour ne faire qu'une seule et même personne, comme avec Maki et Mai. Et maintenant, c'est le cas grâce à Yuji qui a les gènes de Jin, son père, et celle de Sukuna par le doigt qui est scellé en lui. Après la séparation avec Megumi, il est possible que l'âme de Sukuna ait rejoint son autre moitié, qui est reconnue comme le domaine intérieur de Yuji. Cela explique la forme de Sukuna et donc pour en finir, Sukuna va devoir se sacrifier pour Yuji. Que ce soit par l'acceptance ou par un combat similaire à celui dans le domaine interne de Sukuna au début de l'œuvre, cette fois-ci dans le domaine de Yuji avec une victoire de celui-ci à la clé et un serment imposé à Sukuna pour son sacrifice. Tout comme Sukuna avait dans leur combat précédent imposé un serment à Yuji. Imaginez maintenant la puissance extraordinaire que Yuji pourrait avoir avec la libération de la malédiction qui le lie à Sukuna grâce à un sacrifice similaire à celui de Mai pour Maki. Il pourrait réellement devenir le plus fort de tous les temps, le Bouddha Maitreya. En effet, Xitigarbha sur lequel Yuji est basé est chargé de sauver les êtres de la souffrance pendant la période allant de la mort du Bouddha Gautama jusqu'à l'arrivée du futur Bouddha Maitreya. La mort du Bouddha Siddhartha Gautama Shakyamuni fait référence à celle de Gojo et l'arrivée de Maitreya. Le Bouddha du futur pourrait être le retour de Gojo ou de Nobara comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais il pourrait aussi être le nouveau Yuji après son changement similaire à celui de Maki. Et dans ce cas, ce serait Yuji le seul survivant et non Megumi, mort par son abandon et sa perte de raison de vivre. Yuji restant le seul encore vivant, en totale opposition avec le souhait de son grand-père qui voulait qu'il soit mort entouré. Enfin bref, on arrive sur la fin de la vidéo et elle est plutôt longue, donc je vais vous résumer mon avis sur les événements. Le domaine de Yuji est le miroir de celui de Mahito et la technique imparable de son domaine est une entaille qui séparera l'âme de Sukuna et Megumi. Sukuna sera ensuite réemprisonné dans le corps de Yuji. Il est possible qu'il y ait un combat final à ce moment-là pour faire écho à leur premier combat dans le domaine intérieur de Sukuna. Après la victoire de Yuji, le personnage principal amènera Sukuna dans le royaume maudit, comme on le voit sur les dernières pages du chapitre 264. Yuji et Sukuna discuteront alors et verront leur vie défiler, ce qui nous permettra non seulement de mieux connaître le passé de Yuji, mais aussi d'apprendre celui de Sukuna. Ensuite, les malédictions liant leurs deux âmes et causées par le non-respect de la relation des jumeaux Sukuna et Jin s'effaceront par le sacrifice de Yuji et de Sukuna qui permettra de les sortir eux
et Jin, le père de Yuji, du cycle de réincarnation éternelle et infernale. Yuji aura donc sauvé Sukuna et Megumi de l'enfer et pourra mourir paisiblement en se sacrifiant pour emporter Sukuna avec lui. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était ma plus grosse jusqu'à maintenant et elle m'a demandé énormément de recherche et d'efforts. Donc s'il vous plaît, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche et abonnez-vous sur tous mes réseaux s'il vous plaît pour me donner de la force. Salut à tous!